Mesdames, Messieurs, bonjour. Compte tenu des contraintes de temps, mais aussi donc des intervenants prochains, donc ceux qui succéderont à cette table ronde, je pense qu'il va falloir reprendre dès maintenant donc à la fois les interventions, mais aussi nos échanges, débats et questions. Alors pour cette seconde table ronde, nous avons décidé avec le comité d'organisation du mémorial de réunir cette fois-ci les acteurs de la société civile et des médias pour tenter de mieux cerner quel était l'état de l'opinion publique française à partir des années 1980, mais bien sûr jusqu'au milieu des années 1990. De nombreuses questions ont déjà été bien avancées, soulevées. Nous allons essayer de les approfondir. Quelle était alors la connaissance dans le pays du régime de Vichy ? Comment cette opinion publique se positionne-t-elle face aux instructions ou aux procédures judiciaires qui sont en cours? Comment la presse écrite notamment rend-elle compte de ces faits? Comment enfin la société civile s'affirme-t-elle dans ces débats? Que ce soit le militantisme actif, la stratégie judiciaire, les recherches historiques de Serge et Beat Klarsfeld et l'association des fils et filles déportés juifs de France, tous ces éléments ont largement contribué à cette mobilisation de l'opinion publique. En 1992, avec la création du comité Veldiv 1942, comité Veldiv 42 exactement, on a une nouvelle cristallisation de l'opinion publique autour de ces questions de la reconnaissance. Et notamment, mais là je n'y reviendrai pas, Henri Rousseau l'a dit, notamment à partir de l'arrêt Touvier donc, d'avril 1992. Cette histoire donc, que nous allons essayer de retracer cet après-midi, avec bien évidemment des intervenants venus de la société civile. Anna Sénic qui est ici à ma gauche et qui représentera donc le comité Veldiv 42, même si nous avons vu qu'il y avait d'autres représentants dans la salle et nous les remercions d'être parmi nous cet après-midi. Nous allons aussi retracer cette histoire avec Annette Lévy-Villard, ici à ma droite, et Laurent Grésalmer. Très rapidement, donc, une présentation de nos intervenants. Tout d'abord, donc, Anna Sénic. Anna Sénic, donc, vous êtes directrice honoraire de recherche en immunologie au CNRS et avec un groupe d'amis, donc, à partir du mois d'avril 1992, et notamment donc, de cet arrêt Touvier, vous allez, avec des intellectuels et des militants, créer ce comité Veldiv 42. Alors, avec les moyens du bord, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas donc une diffusion aussi facile peut-être de l'information. Vous parvenez à sensibiliser l'opinion publique, avec d'autres associations que j'ai citées ici, de la nécessité d'une reconnaissance cette fois-ci politique des crimes de l'État français de Vichy. Votre pétition recueille les signatures de grandes figures françaises. Je pense à Lucie Aubrac, je pense à Pierre Vidal-Naquet, à Jacques Derrida, à Patrick Modiano, mais aussi à Serge Klarsfeld, donc, qui d'ailleurs évoque ce passage dans ses mémoires publiés récemment. Pour reprendre les termes de Laurent Grésalmer, dans un article du Monde qu'il vous consacre en 1992, donc nous sommes heureux d'avoir pu vous réunir tous les deux aujourd'hui, et intitulé L'amnésie, la faute, vous rappelez l'originalité du combat d'Anna Sénic et du comité Veldiv 42. Cette démarche inédite place nécessairement le politique et non plus le judiciaire en première ligne. Nous sommes alors en 1992. 20 ans plus tard, à la veille de ce discours du président de la République, François Hollande, au Veldiv, lui-même, reprendra donc, et là il y a eu un échange très intéressant entre Claude Katz et Serge Klarsfeld, puisqu'effectivement deux tribunes sont publiées en juillet 1992, une demandant à ce que le centre droit et le centre gauche, pour reprendre les termes de la tribune, se réunissent pour reconnaître les crimes commis en France par la France. Je reprends ici la déclaration du 22 juillet 2012 de François Hollande, et en même temps le comité Veldiv 42 qui signe une tribune pour rappeler quel a été son combat il y a 20 ans. Et donc, très rapidement, Anna Sénic, vous nous ferez un point sur cette action menée en 1992. Annette Lévy-Villard, vous êtes journaliste et écrivain. Au milieu des années 1990, vous étiez donc au journal Libération et vous allez donc dans ce journal traiter toutes les questions relatives à la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement au régime de Vichy, aux enjeux entre histoire
et mémoire. Et d'ailleurs, dès 1980, vous aviez consacré un article sur les néo-nazis de la Fédération d'action nationale européenne, un groupuscule donc néo-nazi qui clamait pour la première fois depuis longtemps un antisémitisme virulent. Et depuis 1980, vous avez donc consacré un très grand nombre d'articles et d'interviews à ces questions. Et vous dites vous-même, il n'était pas facile pendant toutes ces années d'imposer la vérité dans la presse en général et à Libération en particulier. Je pense que vous reviendrez dans votre intervention sur ce déroulé, notamment entre 1992 et 1995, entre grands procès et mobilisation de la société civile autour de cette reconnaissance. Enfin, Laurent Grésalmer, vous êtes journaliste, vous avez exercé de très nombreuses fonctions dans plusieurs journaux, Le Figaro, Le Monde et aujourd'hui l'Hebdo 1. Vous avez également en 2014 publié chez Talendier, La vraie vie du capitaine Dreyfus, et c'est surtout au sein du journal d'Hubert Beuve-Méry que vous avez effectué la plus grande partie de votre carrière. Vous y exercez un grand nombre de fonctions, tour à tour journaliste, grand reporter, rédacteur en chef, directeur adjoint de la rédaction et directeur adjoint du quotidien. Au début des années 90, vous vous qualifiez ainsi jeune journaliste de l'occupation et du Veldiv, et vous êtes un observateur privilégié des combats pour la reconnaissance, en accordant d'ailleurs une large place dans vos colonnes au comité Veldiv 42 et à sa pétition. Vous avez contribué avec votre journal à sensibiliser l'opinion publique française à ce combat. Et donc c'est ces trois acteurs, témoins de l'époque, que nous avons voulu réunir cet après-midi. Je vais laisser tout d'abord pour la société civile la parole à Anna Sénic en demandant donc de rester sur une prise de parole d'une quinzaine de minutes, puis Annette Lévy-Villard et enfin Laurent Grésalmer. Je vous remercie. Je remercie vivement le mémorial de m'avoir invité en tant que membre du comité Veldiv 42 à participer à cette rencontre autour du discours du président Chirac, discours appelé maintenant discours du Vélodrome d'hiver, ce que je trouve important comme dénomination. Il se trouve en effet que 3 ans avant ce discours, prononcé en 1995, le comité Veldiv 42 était intervenu dans la sphère publique en lançant un appel au président de la République, François Mitterrand, en lui demandant de reconnaître officiellement, j'insiste sur ce terme, officiellement, les persécutions et les crimes commis par l'État français de Vichy contre les Juifs. L'appel, qui fut publié dans le journal Le Monde le 17 juin 1992, provoqua dans la société française une vaste polémique. Cet appel fit sans conteste partie des prémices politiques du discours de Jacques Chirac. Je me propose de le montrer. Et tout d'abord, voici les 2 paragraphes essentiels de l'appel. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, je cite, « Quelques hauts responsables de l'État français de Vichy ont été justement condamnés pour trahison et collaboration avec l'ennemi. En revanche, les plus hautes autorités gouvernementales de la République n'ont toujours pas reconnu officiellement ni proclamé que ce même État français de Vichy a commis des persécutions et des crimes contre les Juifs pour la seule et unique raison qu'ils étaient juifs. C'est ainsi que dans des discours et sur les rares plaques commémoratives, les Juifs de France déportés et assassinés dans les camps nazis apparaissent le plus souvent comme les victimes de la seule barbarie de l'occupant allemand, même lorsqu'ils ont été poursuivis, raflés et livrés par l'État français parce que juifs. Puis nous concluons. À l'occasion du 50e anniversaire de la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet prochains, nous demandons que soit reconnu et proclamé officiellement par le président de la République, chef de l'État, que l'État français de Vichy est responsable de persécutions et de crimes contre les Juifs de France. Cet acte symbolique est une exigence de la mémoire des victimes et de leurs descendants. C'est l'idée même de la République française, fidèle à ses principes fondateurs, qui est en jeu. Le texte de l'appel était suivi dans le journal Le Monde des noms des 11 membres du comité Veldiv 42. Nous l'avions tous ensemble rédigé en commun pendant plus d'un mois et je peux dire que ce texte est vraiment le produit d'un travail collectif. Ce texte était également suivi d'une liste de 200 personnalités, artistes, intellectuels et anciens résistants qui s'associaient à l'appel et que nous avions contactés à travers nos réseaux professionnels, sociaux et personnels.
Je citerai seulement, ne pouvant les citer tous, Lucie et Raymond Aubrac, François Jacob, Jacques Derrida, Pierre Boulez et Patrick Modiano. Laurent Alzheimer, alors grand reporter au Monde, présenta notre appel dans un article qui a été cité par Hubert Struck, qui est intitulé « L'amnésie et la faute », un titre qui en dit long, dans lequel il qualifiait notre initiative, je cite, de démarche inédite qui plaçait spectaculairement le politique et non plus le judiciaire en première ligne. Je vous remercie à 23 ans de distance et pour votre interprétation. Et je dois aussi évoquer la mémoire de Philippe Rochette, journaliste à Libération, très regretté, qui nous rencontra à maintes reprises pour rendre compte de notre action. Le comité invitait en outre les lecteurs du Monde à signer l'appel. Et de fait, dès le lendemain de sa parution, une avalanche de signatures arriva à notre boîte postale. On en reçut des milliers. Les gens nous remerciaient. Ils exprimaient leur reconnaissance et leur soulagement, comme s'ils n'attendaient que ça. C'est la société civile qui répondait à l'appel. Tous les médias en rendirent compte. Il suffit de consulter la presse et les journaux télévisés de l'époque pour le constater. Alors pourquoi cet appel eut-il un tel écho alors qu'en 1992, on pouvait déjà savoir, et on le savait bien dans certains milieux, que Vichy avait été le complice des Allemands dans la solution finale en France. Les historiens avaient fait leur travail, tous. Ils avaient déjà établi un corpus de vérité incontestable sur Vichy. Serge Klarsfeld avait produit le mémorial de la déportation des Juifs de France. René Bousquet avait été inculpé en 1991 pour crime contre l'humanité suite à une plainte déposée par Serge Klarsfeld. Le grand public avait été interpellé par quelques films et par des journalistes. Je pense en particulier à Éric Conan dans l'Express. Les programmes scolaires faisaient référence depuis 1984 au rôle crucial de la police française dans l'arrestation et la déportation des Juifs. Mais force est de constater qu'en 1992, le travail savant des historiens et le combat acharné des militants de la mémoire ne suffisaient pas. La France officielle, je dis bien la France officielle et non pas les historiens et tous les autres, maintenait un silence total sur l'antisémitisme de Vichy. De Gaulle l'avait voulu ainsi à la Libération. Chef du gouvernement provisoire de la République, il avait déclaré que la République n'avait jamais cessé d'exister et que Vichy n'était qu'une parenthèse de l'histoire nulle et non avenue. Du coup, les crimes antisémites de Vichy étaient officiellement tombés dans cette mythique parenthèse comme par magie. Dans ces conditions, les Juifs survivants et leurs enfants s'apprêtaient en juillet 1992, comme chaque année, à se réunir devant l'emplacement de l'ancien vélodrome d'hiver, à l'angle du boulevard de Grenelle et de la rue Laton, pour y commémorer la rafle du Veldiv. Ils pensaient que, comme d'habitude, la cérémonie se ferait entre eux, en privé, sans que les autorités officielles de l'État n'y soient représentées. Et que ce soit le 50e anniversaire de la rafle du Veldiv n'y changeait rien, comme si la France officielle était frappée d'amnésie, comme si elle n'était en rien concernée par l'événement. Pourquoi ? C'est que jusque-là, l'idée d'une reconnaissance officielle au plus haut niveau de l'État était une idée incompréhensible, même dans les milieux juifs. C'est ainsi qu'Henri Boulavko, vice-président du CRIF et président de l'Union des déportés d'Auschwitz, dont j'avais sollicité la signature, me dit, je cite, que je ferais mieux de m'inscrire à l'association des enfants cachés, que cela me ferait le plus grand bien, comme s'il s'agissait d'un problème psychologique. Mais il me téléphona dès le lendemain pour m'assurer qu'il avait compris notre démarche et qu'il allait la soutenir. Il revient donc au comité Veldiv 42 d'avoir conçu et formulé pour la première fois l'idée d'une reconnaissance officielle des crimes antisémites de Vichy au plus haut niveau de l'État et de l'avoir argumentée de telle sorte qu'elle devint incontournable. Pour situer les membres du comité Veldiv, rapidement, je dirais que nous étions de simples citoyens de la société civile, juifs et non-juifs, la plupart inconnus des médias, sans aucune organisation derrière, ce qui en intrigua beaucoup. Nés autour de 1940, nous étions une génération qui avait connu mai 68, ce qui nous donnait une plus grande liberté de pensée et d'action.
Et l'événement déclencheur de notre initiative fut le non-lieu accordé au milicien Paul Touvier en avril 1992 par la chambre d'accusation de la Cour de Paris. Elle avait déclaré que l'accusation ne correspondait pas à un crime contre l'humanité tel qu'il était défini dans le droit français, puisque, disait la Cour, je cite, « Vichy ne pratiquait pas une politique d'hégémonie idéologique, les discours de Pétain ne contenaient pas de propos antisémites, et Vichy n'avait jamais proclamé, comme l'Allemagne, que le juif était l'ennemi de l'État. » Ce fut un déni trop violent. Avec quelques amis, nous nous constituâmes en comité qui se donna pour but d'en finir avec le silence officiel qui recouvrait la politique antisémite et criminelle de Vichy. Nous décidâmes que la forme de notre action serait un appel public au président de la République. L'une de nous, Betty Dugosson, elle n'est pas là, elle est malade, nous proposa que la proclamation demandée soit faite à l'occasion de la cérémonie du cinquantenaire de la rafle du Veldiv, d'où le nom de Veldiv 42 que prit notre comité. Je tiens absolument à préciser 2 points. Il ne faut pas confondre. Premier point, l'appel au président de la République n'était pas une demande de pardon ni une demande de repentance envers la communauté juive. Ce n'était sûrement pas une demande de loi mémorielle qui impose aux historiens une vérité d'État. Notre appel ne demandait que la reconnaissance au nom de la France, incarnée par le président de la République, de la vérité déjà établie par les historiens, de manière à ce que tous les Français aient une mémoire commune. Deuxième point que je tiens à souligner, l'appel, dans sa nature même, n'était pas communautaire. On peut le constater au vu de la commission du comité Veldiv, comme au vu des listes de signatures et des lettres qui nous arrivèrent. Ainsi, l'essayiste Viviane Forester déclara à Philippe Rochette dans Libération, je cite, « La nouveauté de l'appel est qu'il définit les persécutions antisémites de Vichy comme une affaire française plus qu'une affaire juive. C'est comme française que je l'ai signé. » L'appel était si peu communautaire que les organisations juives restèrent circonspectes quand on leur demanda de faire partie des signataires de l'appel avant sa parution dans le journal Le Monde. Jean Kahn, président du CRIF à cette date, donna un interview dans lequel il disait ne pas comprendre cette notion de reconnaissance officielle, ni pourquoi nos comités se permettaient d'associer le président de la République à cette démarche. C'est dire si l'idée était nouvelle. L'appel parut, on se demanda si François Mitterrand allait se rendre à la cérémonie du Veldiv. Devant l'immense écho de notre appel, il fit savoir par la voix de l'AFP qu'il s'y rendrait et qu'il y déposerait une gerbe. Allait-il faire la demande de reconnaissance demandée? On connut sa réponse lors de la Garden Party de l'Élysée le 14 juillet 1992 à Paul Amar, journaliste à la télévision, qui lui demandait s'il entendait donner satisfaction à la demande des 200 personnalités. Il répondit, je cite, « En 1940, il y eut un État français, c'était le régime de Vichy, ce n'était pas la République. Ne demandez pas des comptes à la République, elle a fait ce qu'elle devait. » Aussitôt, le comité Veldiv 42 rétorqua dans le journal Le Monde par un article polémique qui commençait ainsi. « On savait l'État muet, on le découvre sourd. » Certes, disions-nous en substance, la République n'est pas coupable des crimes de Vichy, mais l'État français de Vichy qui a abrogé la République et qui a gouverné la France pendant 4 ans, n'a-t-il pas été servi par des administrateurs français, des magistrats français, des policiers français, tous, ou presque, à quelques exceptions notables, passés en bloc de la Troisième République à l'État français de Vichy? Nous concluions ainsi, je cite, « De tout ce qui s'est fait au nom de la France, l'État français est aujourd'hui comptable. Qui mieux que le président de la République peut mettre un terme au silence officiel qui dure depuis 50 ans à propos d'une des pages les plus sinistres de l'histoire de France. » Et nous réitérions notre appel au président de la République. Le débat public que nous avions déclenché, relayé par la presse et les médias, monta en puissance. Les détracteurs de l'appel se référaient plus ou moins ouvertement au mythe gaulo-communiste d'une France tout entière résistante dont le pouvoir avait été accaparé à Vichy par une bande de collabos imposés par l'occupant.
Ce fut le cas, par exemple, de Claude Blanzmann, qui publia dans le journal Le Monde du 17 juillet une violente diatribe contre le comité Veldiv, où il qualifiait notre démarche, je cite, de chantage où l'amalgame le dispute à la perversité. Au point que Dominique Rousseau, professeur de droit international, publia une page entière dans Le Monde qui s'intitulait « Vichy a-t-il existé ?» Enfin, quand arriva le 50e anniversaire de la rafle du Veldiv, François Mitterrand se rendit, comme prévu à la cérémonie, en face de l'ancien Veldiv. Mais quand il arriva sur les lieux, le scandale éclata. Il fut hué. Les cris venaient surtout des jeunes du Bétard groupés sous le métro aérien, mais il faut aussi le dire, d'autres personnes de l'assistance. On peut le voir sur YouTube. On peut voir sur YouTube l'indignation de Robert Badinter, à qui Henri Boulavko, qui présidait la cérémonie, a donné le micro. Et Robert Badinter, indigné, cria avec colère « Vous m'avez fait honte, vous m'avez fait honte ». On peut le voir sur YouTube. Puis Robert Badinter prononça un discours qui disait l'entière vérité sur ce qui s'était passé au Veldiv en juillet 1942. Mais bien qu'il fût président du Conseil constitutionnel, son discours ne pouvait remplacer celui du chef de l'État, le seul qui aurait pu parler au nom de la nation tout entière, mais le président de la République déposa sa gerbe et ne dit pas un mot. Le débat public monta encore d'un cran. Le comité Veldiv 42 prit acte du refus de François Mitterrand et publia dans Le Monde du 19 juillet un communiqué dans lequel, je cite, « Il s'adressait maintenant à l'Assemblée nationale pour inviter chaque parlementaire à œuvrer pour que soit votée une loi faisant du 16 juillet une journée nationale de commémoration des persécutions et des crimes perpétrés contre les Juifs par les TRAF français de Vichy. » Jean Le Garrec, député PS et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, annonça par la voix de l'AFP qu'en réponse à la demande du comité Veldiv 42, il déposerait à l'Assemblée nationale une proposition de loi allant dans ce sens. J'y reviendrai. Survint un autre scandale qui n'arrangea pas les choses, quand François Mitterrand, comme tous les présidents de la République depuis Georges Pompidou, fit déposer une gerbe sur la tombe de Pétain à l'Île-Dieu. C'est lui qui, depuis 87, le faisait. Et les autres l'avaient fait en 58 et en 68. Alors, excusez-moi. Merci de la précision. Mais en tout cas, il l'a fait pendant 6 ans, lui. Comment ? Et tous les ans, de 86, je crois, de 87, voilà, il l'a fait pendant 6 ans exactement. Bon, alors, excusez-moi pour l'erreur. Les historiens sont là, et Serge Klarsfeld est là. Alors, donc, entre-temps, Jean Le Garrec nous avait contactés pour discuter sur sa proposition de loi en vue d'instaurer, le 16 juillet de chaque année, une journée nationale de commémoration correspondante dans sa formulation à notre demande, même en termes identiques. Nos échanges furent extrêmement chaleureux. Sur ces conseils, nous envoyâmes une lettre d'appui à chacun des 580 députés de l'Assemblée nationale. Mais au bout du compte, il fit enregistrer à l'Assemblée nationale, le 25 novembre 1992, au nom du groupe socialiste, une proposition de loi de formulation très édulcorée par rapport à la première. En fait, nous en avons examiné 3. Il avait sûrement dû s'aligner sur la majorité des députés PS. Mais sa proposition de loi ne fut même pas discutée à l'Assemblée nationale. Mitterrand l'a pris de vitesse. Le 3 février 1993, il promulguait un décret présidentiel, je cite, « instituant une journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait, dit, entre guillemets, gouvernement de l'État français 1940-1944, fermez les guillemets, cette journée est fixée le 16 juillet, date anniversaire de la rafle du Vélodrome d'hiver. » Dans le texte du président, on remarque que le mot crime ne figure pas, qu'il n'y a que le mot persécution, et que la formulation du décret fait l'amalgame entre toutes les persécutions racistes et antisémites
Auparavant, il y avait xénophobe, mais je ne sais pas pourquoi ça a disparu d'une des propositions de loi de Le Garec. Donc, amalgame entre toutes les persécutions racistes et antisémites, qu'elles aient été dirigées contre des juifs ou contre d'autres, alors que seuls les juifs de France furent victimes d'un statut spécifique, qu'ils furent dépouillés de leurs droits et de leurs biens, et qu'ils furent livrés de fait au camp d'extermination. Enfin, la formulation « autorité de fait » dit gouvernement de l'État français reconduisait la fameuse parenthèse de l'histoire nulle et non avenue inventée par De Gaulle. Henri Boulavco me téléphona dès le lendemain pour presser le comité Veldiv d'approuver le décret présidentiel. Malgré toutes nos réticences que je viens d'exprimer, mais tenant compte qu'un réel progrès avait été fait, nous déclarâmes dans un communiqué de presse que le comité Veldiv 42 se réjouissait de la loi promulguée. En réalité, pour nous et nos signataires, le geste que nous attendions du président de la République restait inaccompli. Il n'avait pas proféré la parole de vérité attendue. Et enfin, quand Jacques Chirac fut élu président de la République en 1995, nous avions au comité Veldiv 42 de bonnes raisons de penser qu'il ferait la déclaration de reconnaissance. En tant que maire de Paris, il avait en effet patronné en mars 1992 une exposition à la mairie de Paris intitulée « Le temps des rafles », où rien de la vérité sur Vichy et ses crimes antisémites n'était caché. Et c'était, je pense, même j'en suis sûre, Serge Klarsfeld qui était le commissaire historique de cette exposition, et il l'avait suivie comme vous l'aviez voulu, dans toute sa vérité. Vers la mi-juin 1995, j'écrivis une lettre au président Chirac en tant que présidente du comité Veldiv 42 pour le prier de faire la proclamation que son prédécesseur avait refusé de faire. Le 5 juillet 1995, Christine Albanel me répondit que le président avait été sensible à mes arguments et à mon souhait, qu'il viendrait à la cérémonie commémorative de la rafle du Veldiv et qu'il y prendrait la parole. Mon intervention fut, comme je l'ai appris récemment, concomitante de celle de Henri Heijenberg, président du CRIF de l'époque, et de celle de Serge Klarsfeld. Quand le président Chirac a prononcé son discours historique et qu'il a proclamé la reconnaissance officielle attendue, oui, elle était attendue, une page était tournée. Désormais, Français juifs et non-juifs partagent une mémoire commune de l'événement. Le comité Veldiv, qui n'avait plus de raison d'exister, s'est dissous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Anna Sénig. Nous écoutons maintenant l'intervention d'Annette Lévy-Villard. Oui, on se disait avec Laurent Grésamer qu'on était un peu embêtés parce que tout a été dit à peu près avant nous. Donc c'est un petit peu embêtant. En particulier Christine Albanel, que je connais depuis longtemps, c'était un peu la première fois qu'elle refaisait tout l'historique, toute cette démarche autour du discours qu'elle a écrit. Elle n'en parle pas souvent, donc c'était passionnant d'entendre ça en direct. Bon, alors je vais essayer d'ajouter quelques notes personnelles par rapport à tout ce qui a été dit, parce que je ne peux pas faire autrement. Alors, comme je savais que je venais ici, je me suis plongée dans la liste des papiers que j'ai publiés en fait depuis 1980 sur la dernière guerre mondiale, et je me suis impressionnée moi-même par la quantité d'écrits sur ce sujet, parce qu'à part le Front National, les femmes et l'Amérique, il semble que j'ai principalement écrit sur les Juifs et la Shoah. Donc ça m'a surpris moi-même. Et d'autres surprises, c'est que Libération ait publié tout ça pendant toutes ces années, que le journal n'ait pas été frappé d'overdose, malgré le fait que, comme c'est écrit dans un livre sur Libération aujourd'hui, que j'ai agacé profondément les gens de la rédaction. Donc maintenant, on sait pourquoi. Je voulais dire que
tout ce processus vers la vérité historique qui va culminer avec le discours de Chirac de 95 est passé par toutes sortes d'étapes. Donc, en reprenant les articles que j'ai publiés à partir de 80, j'ai vu des personnages récurrents dans mes articles. Il y avait Robert Paxton, dont on a parlé tout à l'heure, cet historien américain du Sud, qui avait établi fermement le rôle de Vichy dès 1972 en Amérique, avec le livre qui sortira en français en 1973, La France de Vichy. À chaque nouvel événement, procès, débat, révélation, j'ai souvent interviewé Paxton, qui avait, lui, travaillé déjà sur les archives allemandes quand il avait découvert que le discours français officiel de l'époque ne correspondait pas à ces archives. Donc, c'est comme ça qu'il a travaillé. Et Paxton avait l'avantage d'être très clair, c'est-à-dire quand on posait la question, oui, mais on ne savait pas, qu'est-ce qu'on savait à l'époque, ce qui avait été aussi tous des procès, Papo, etc. On disait, on ne savait pas. Bon. Il dit toujours, on ne savait pas, mais vu les conditions de transport, on pouvait se douter que ça n'était pas pour bien traiter les Juifs qu'on les emmenait dans les wagons. Donc là, c'était des choses assez simples qui permettaient aux gens, sans grande polémique, de comprendre qu'on ne savait pas, mais on savait quand même. Donc c'était vis-à-vis de l'opinion publique, c'est des choses importantes. Autre personnage récurrent dans mes articles, ils sont tous là, Henri Rousseau, que vous avez entendu tout à l'heure, qui a publié Le syndrome de Vichy en 87, oui, c'est ça, qui a encouragé toute une génération de jeunes historiens à travailler sur ce sujet-là quand il dirigeait l'Institut d'histoire du temps présent, avec qui on a publié beaucoup de papiers sur tout ça. Et j'ai même réussi à le convaincre de couvrir le procès Touvier, alors qu'il était contre justement ce mélange entre histoire et procédure juridique. Mais il a quand même travaillé et publié des articles formidables là-dessus dans Libération sur le procès Touvier. Et nous avons surtout fait ensemble ce fameux dossier Bousquet. Je rappelle que Bousquet était le chef de la police de Vichy, René Bousquet, qui a accepté de donner sa police pour faire la rafle, les rafles du Veldiv, sur 2 jours, en juillet 1942. Ces rafles, on ne le répétera jamais assez, où il n'y avait pas d'Allemands. C'était la police française qui a fait le boulot. Et René Bousquet était donc inculpé et devait passer au moins à un moment donné avoir un procès. Mais il a été assassiné devant la porte de son appartement dans le 7e arrondissement. Donc, comme il n'y avait pas de procès, grâce à Henri Rousseau, nous avons publié tout un dossier avec toutes les pièces d'accusation et de défense même, parce qu'il avait écrit un mémoire en défense, Bousquet. Donc on a publié tout un dossier équilibré autour du personnage de Bousquet, grâce encore une fois à Henri. Alors, ce qui s'est passé, qui pour moi était très important, c'est qu'à l'époque, nous avions un ministre délégué à la justice, Georges Kirchmann, qui était très proche de Mitterrand, fils de déporté. Son père a été tué à Auschwitz. Et répondant à un communiqué de Serge Kasfeld, j'ai interviewé Kirchmann un soir au journal, c'était à 9h du soir, et il a dit « Non, je suis contre ce procès », alors répondant ainsi à la volonté de François Mitterrand, parce que ça va menacer la paix civile. Alors, quelle paix civile? Donc, c'est une phrase, il ne faut pas qu'il y ait de procès Bousquet, parce que c'est un danger pour la paix civile. Quelle paix civile? Alors, la paix civile, en l'occurrence, c'était celle de François Mitterrand, qui n'avait pas envie qu'on commence à parler de Bousquet, qui est resté un ami jusqu'à la fin, qu'il a essayé de protéger, qu'il a toujours reçu chez lui et à l'Élysée. Cette phrase de Kirchmann va lui coller à la peau, parce qu'après il a essayé de démentir en disant qu'il n'avait jamais dit ça.
il voulait faire un procès en diffamation. J'ai dit, allez-y, ça va être ridicule, faites le procès. Ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est une anecdote que je trouve très drôle, parce que en fait, c'était donc, j'avais fait ça au téléphone, j'avais dit, voilà, Serge Klarsfeld a fait un communiqué, qu'est-ce que vous en pensez, vous, ministre de François Mitterrand et fils de déporté. Et donc j'avais noté comme ça, sur un bout de papier, au crayon, ce qu'il disait. Mais parce qu'à l'époque, à Libération, on avait des moyens extrêmement archaïques, il n'y avait absolument rien pour enregistrer. Et donc, ce qu'il ne savait pas, Georges Kessman, je peux lui dire aujourd'hui, c'est qu'il y avait zéro preuve de ce qu'il avait dit, puisque je n'avais rien enregistré. Donc, quand je lui ai dit, faites-moi un procès en diffamation, c'était comme un coup de poker, allez-y. Je n'avais aucune preuve. Bon, en tout cas, ça lui est resté longtemps comme une honte, je pense. Alors, à propos de Mitterrand, je voulais dire autre chose, parce que Mitterrand, on savait qu'il avait eu la Francisque des mains de Pétain, parce que ça avait été publié dans la presse d'extrême droite, Minute, etc. Mais comme c'était dans la presse d'extrême droite, on croyait que c'était simplement des attaques dégueulasses contre la gauche, quoi. Donc, bon, on n'avait jamais repris. Et il commençait à avoir des révélations sur Mitterrand à propos de l'affaire L'Oréal que j'ai sortie dans Libération. Brièvement, L'Oréal avait été fondé par Eugène Schuller, le père de Lisanne Bettencourt, toujours la même qu'aujourd'hui. Et pendant la guerre, il faisait partie de ces nazis français qui trouvaient que Vichy était encore trop gentil et qui était vraiment l'extrême droite de Vichy, c'est dire. Et Eugène Schuller, après la guerre, a récupéré et aidé à s'enfuir et donné une nouvelle carrière aux collabos poursuivis pour leur fait de collaboration pendant la guerre. Et Eugène Schuller avait 3 protégés, François Mitterrand, François Dalle et André Bettencourt. Donc François Mitterrand a même été embauché par Schuller après la guerre en 1945. C'était son premier job payé, ou à peu près. Donc l'affaire L'Oréal était très grave, parce qu'on montrait comment cette entreprise, qui est la première au monde de cosmétiques, avait servi de réseau, comme le réseau d'ERA, d'exfiltration des collaborateurs français. C'est une histoire formidable. Mais il y avait du Mitterrand dedans, et en particulier le fait que Mitterrand avait été très proche de la Cagoule, ce mouvement d'extrême droite terroriste, clandestin avant la guerre. C'était dans le papier, enfin c'était une série de papiers. Il n'était pas tout seul, c'est tout un groupe de journalistes de Libération. Mitterrand a envoyé des émissaires auprès de la direction de Libération de l'époque pour empêcher la publication de ce dossier sur l'affaire L'Oréal. Je ne vous donnerai pas les noms parce que c'est embêtant, mais il y a des gens qui ont fait toutes sortes de pressions pour empêcher la sortie de l'affaire L'Oréal. C'était pour moi, en tout cas, la plus grande bataille pour imposer certaines vérités. Donc l'article, finalement, arrive à l'imprimerie sans le paragraphe sur Mitterrand, qui a disparu. Mitterrand, la cagoule, les liens avec L'Oréal, tout ça a brusquement disparu de la version finale qui arrive à l'imprimerie. Et donc le papier sera publié sans Mitterrand, et on apprendra plus tard, en particulier par Mitterrand lui-même, qui reconnaîtra qu'il a sa jeunesse d'extrême droite. Mais plus tard, comme on a dit tout à l'heure, dans les entretiens avec El Kabbach, dans le livre de Péan qui a été fait grâce à Mitterrand qui a ouvert ses archives personnelles. Donc c'est Mitterrand lui-même qui fera sa propre vérité biographique à la fin de sa vie. Par contre, je dois dire, c'est important, que c'est le seul cas de censure que j'ai connu à Libération en 36 ans de carrière là-bas. Un seul, mais il était quand même important. C'était un cas important. Donc, ça, c'était sur l'affaire L'Oréal. Alors, le troisième personnage, évidemment, dans le fil conducteur de tout ce travail, ça a été la famille Klarsfeld, Serge, Beate et aussi Arnaud, avec lesquels j'ai travaillé pendant toutes ces années grâce
auquel j'ai publié un nombre de scoops sur ces histoires de la dernière guerre considérable, et toujours d'une véracité historique. Ce qui était important dans le travail de Klarsfeld, c'est que c'était toujours d'une exactitude, d'un détail historique, mais incontestable. Donc on avançait petit à petit vers la vérité. Mais je voulais dire avant un exemple qui m'a paru important, dont a parlé Serge tout à l'heure, à propos justement de ce qu'on a fait ensemble, l'interview qu'il a faite le samedi qui a précédé le discours de Jacques Chirac. C'est le samedi 15 juillet. C'est publié le samedi 15 juillet 1995. L'interview a été faite la veille, c'est un lundi. Ça s'appelle Le vol oublié des biens des Juifs déportés. C'est une interview de Serge qui a retrouvé, qui a fait toute une enquête sur ce qui avait été, ce qui était devenu l'argent des internés à Drancy. C'est-à-dire quand ils arrivaient à Drancy, ils remplissaient une fiche et l'État français, les responsables à l'entrée, notaient soigneusement, prenaient l'argent, prenaient les bijoux, prenaient tout ce qu'il y avait, tous les objets de valeur, et qui était devenu tout cet argent. Et c'était intéressant comme disait Serge tout à l'heure, ça a été publié la veille du discours, parce que Serge voyait déjà l'étape suivante, c'est-à-dire après la reconnaissance, il faut quand même rentrer dans la suite de l'histoire. Parce que ce qui s'est passé avec cet argent, c'était absolument horrible. On citait un exemple ils ont noté tout ce qu'avaient les enfants d'Isieux quand ils sont arrivés à Drancy, 15 francs, une bague, enfin bon, c'est une horreur absolue. Après la guerre, certains sont revenus, ou des enfants ont demandé ce qui était devenu cet argent. Réponse, retrouver cet argent. Donc tous les biens l'argent avait été déposé à la Caisse des dépôts et consignations, et ensuite à la Banque de France. Et donc Serge Cassel avait fait le travail. Il avait demandé à la Banque de France, il avait demandé à la préfecture de police. Et la réponse était absolument incroyable. Des recherches ont été immédiatement entreprises dans nos archives, ça c'est la Banque de France. Je vous précise que ces recherches n'ont jusqu'à présent donné aucun résultat, mais ne sont pas terminées. Il continue, le secrétaire général de la Banque de France. Elles n'ont pas permis de trouver trace de dépôts de valeurs et de bijoux, alors que Serge Cassel a retrouvé toutes les fiches de dépôt. C'est pas... c'est toujours des dénégations absolues. Et donc, dans ce papier, donc à la veille du discours de Chirac, Serge Cassel disait « Les familles des déportés n'ont rien récupéré. La 4e République se l'est appropriée. On a volé l'argent des parents et en plus, on a refusé de payer les réparations aux enfants. » Il dit « La République française, c'est plus Vichy, hein, c'est la 4e République. Et jusqu'à nos jours, la République française a profité de ses biens. Elle n'a pas considéré qu'elle devait s'occuper des orphelins. Il faut enfin que la République française rende justice aux victimes des persécutions antisémites menées par l'État français de Vichy. » Donc ça, c'était donc la veille du discours. Et je voulais, pour terminer, parce que j'ai donc retrouvé les articles, l'article que j'ai publié, enfin un petit morceau juste le lendemain du discours. Donc c'est le lundi 17 juillet 1995. Juste un petit passage. La condamnation sans appel de Vichy et la compassion pour les victimes juives par un président de la République française marque la fin d'un combat pour Serge Klarsfeld. Là, j'avais tort, ce n'était pas la fin d'un combat, il a continué. Mais bon, combat pour que l'histoire ne soit pas réécrite, pour que la vérité gagne sur le temps. Et là, je reprenais tous les combats des Klarsfeld, à commencer par Chancelier Kissinger. Donc, je refaisais tout, on connaît ça. Et ça se concluait par l'anniversaire de la rafle du Veldiv deviendra une journée nationale commémorative. Et en ce 16 juillet 1995, la France de Vichy est officiellement condamnée.
Merci de votre précieux témoignage et puis d'avoir aussi respecté le temps, on va dire, imparti. Je laisse maintenant la parole à Laurent Grésalmer. Comme je ne vais pas regarder ma montre en permanence, je vous demande de me faire signe si je suis trop long. Bonjour ou bonsoir à tous. Comment dire, pour commencer, je voudrais vous livrer un tout petit souvenir. En 1987, j'ai accompagné Jean-Marc Théolaire pour couvrir le procès Barbie à Lyon, 1987. Et j'avais fait un grand portrait de Serge Klarsfeld. Et ça occupait toute une page. Et bien sûr, je l'avais rencontré, je l'avais interviewé, j'avais rencontré certains de ses amis, certains de ses ennemis, mais je ne sais pas si Serge en a, en tout cas. J'avais essayé d'introduire un peu de contradictoire. Et cette grande page, on l'avait titrée au Monde militant de la mémoire. Serge Klarsfeld, militant de la mémoire. Et quelque part, j'étais un petit peu gêné par ce titre. Je le trouvais très juste. Le titre était tiré d'une des formules de l'article. J'étais un petit peu embarrassé tout de même. Et puis l'article a été publié. Et 10 ou 15 ans après, lors d'une de nos rencontres avec Serge, je lui ai dit, je ne sais pas si tu te rappelles, mais un jour j'ai publié un grand portrait de toi dans Le Monde, avec ce titre, militant de la mémoire. Et je t'avoue que depuis, je suis toujours un petit peu embêté parce que j'ai un scrupule. Et Serge m'avait dit, mais non, c'est un très beau titre. Je suis un militant de la mémoire. Et puis il avait marqué un temps d'arrêt, et il s'était retourné vers moi en me regardant bien et en me disant, mais toi aussi tu es un militant, tu as été militant. Et sur le coup, j'avais reçu un choc. J'en avais rien laissé paraître, j'imagine, mais j'avais reçu un choc parce que les journalistes aujourd'hui, ma génération, notre génération avec Annette de journalistes, nous ne nous sentons pas militants. Enfin, je ne veux pas parler au nom d'Annette, elle est à côté de moi. Mais en tout cas, je ne me sens pas militant. Mais en l'occurrence, des années 1970 à aujourd'hui, d'une certaine manière, même si je ne suis plus au Monde depuis 4 ans, dans ce domaine, à ma manière, je n'ai pas toujours été journaliste impartial, même si je tentais de l'être, même si dans une certaine tension, parfois, j'essayais de rester froid et distant, j'étais aussi à ma manière militant. Je commence ainsi parce que, comme vous l'avez compris, je parle encore une fois en notre nom tous les deux, mais tu me corrigeras, Annette. Nous ne sommes pas des historiens, vous le savez bien. Nous ne sommes que des journalistes. Nous nous faisons les échos de ce que nous entendons. Nous sommes des vulgarisateurs. Nous sommes des intermédiaires avec nos failles, avec parfois notre inculture ou notre méconnaissance des dossiers. Et c'est pourquoi moi je n'ai, peut-être moins encore qu'Annette, je n'ai pas préparé un topo, je n'ai pas écrit un topo ce soir, mais je voulais vous livrer un témoignage concernant le Veldiv, bien sûr, c'est bien le sujet, mais qui nous fait revenir un peu en amont, qui nous fait revenir aux années 70, et qui, en même temps, j'espère, vous éclairera, parce que je vais essayer de vous raconter un petit peu comment j'ai vécu les choses. Moi, dans les années 70, au Monde, j'avais les années que je vais évoquer, j'étais entre 24 et 26 ans. J'étais donc jeune journaliste, même si j'avais déjà eu des expériences professionnelles, parce que j'ai commencé tôt. Et finalement, quand ces affaires-là, quand il m'a été donné de traiter de ces sujets concernant la persécution des Juifs en France, notamment, j'ai été quand même pris très à froid. Même si, par mes origines, par la mémoire familiale, j'étais conscient de bien des choses, j'étais quand même très novice. D'abord, j'étais jeune, je n'avais pas fait de longues études, je n'avais pas fait d'études d'histoire. Et donc, grâce aux historiens, d'ailleurs, que vous avez entendus aujourd'hui, Serge Klarsfeld, bien sûr, avec ses ouvrages très importants et toutes les recherches documentaires qu'il a faites, mais aussi plus tard, mais c'est dans les années 80 avec Henri Rousseau, avec Jean-François Sirinelli et bien d'autres. Mais
si je reste vraiment sur cette photographie des années 70, j'ai des souvenirs, mais qui ne sont pas des souvenirs entre guillemets historiques ou scientifiques. J'ai une émotion, je me sens concerné par toutes ces questions. J'ai des souvenirs familiaux. Et pour le reste, ma culture, elle est relativement limitée. Au risque de vous surprendre ou de vous choquer, j'ai appris beaucoup de choses dans un roman de Jean Dutour au Bombeur, qui a été cité tout à l'heure d'ailleurs par Christine Albanel, mais elle citait le film. Moi, j'ai été très, très imprégné par la description de l'occupation et de la collaboration par Jean Dutour dans le livre au Bombeur. Et puis, j'avais été frappé par des films, d'abord par le discours d'André Malraux en 1964, qui a été pour moi quelque chose de très important, honorant la résistance et la figure de Jean Moulin, par des films comme La Grande Vadrouille, qui sont une sorte de bain culturel général, et évidemment en 71 par Le Chagrin et la Pitié. C'est beaucoup et c'est très peu de choses. Et lorsque je deviens journaliste, lorsque je rentre au Monde en 1977, et lorsque un an plus tard, tout à coup, l'affaire du Veldiv me tombe dessus, c'est un choc important. Comment cette affaire me tombe dessus? C'est très simple. Un matin de novembre 1978, on me demande d'aller assister à la conférence de presse, à une conférence de presse de maître Serge Klarsfeld, que je crois ne même pas connaître de nom. Et donc, à 24 ans, je me rends à l'époque... les bureaux de Serge Klarsfeld se trouvent 32 rue La Boétie, au 5e étage, je crois. Je me rends là-bas. Plastiqué. Plastiqué, non Oui, pardon. Je confonds les deux. Comme quoi, le témoignage est quelque chose de très fragile. On ne peut pas compter dessus. Ayant été longtemps chroniqueur judiciaire, j'en sais quelque chose. Donc je me rends chez Serge Klarsfeld et j'assiste à cette conférence de presse. Et si je ne me rappelle plus de l'adresse, je me rappelle en revanche d'une ou deux choses très très fortes, d'un ou des éléments très forts. Il y a du monde, mais assez peu de monde, qui assiste à cette conférence de presse. Et surtout, Serge Klarsfeld nous remet un dossier très épais, mais vraiment un vrai dossier d'archives, de documents concernant l'histoire du Veldiv, la rafle du Veldiv, des documents d'origine allemande, des documents d'origine française. Et ces documents visent tous à pointer le cas d'un haut fonctionnaire français de l'époque, Jean Le Gay. On a très peu parlé de lui au cours de cet après-midi, et c'est pourtant, je crois, un élément fondamental. En tout cas, c'est toute la science, la petite science que je possède, je la dois à Serge Klarsfeld. Jean Le Gay, qui c'est? C'est tout simplement, disons, pour faire simple, les historiens me corrigeront plus tard, c'est le numéro 2 ou 3 de la police française de l'époque, de Vichy, parce que c'est en réalité l'adjoint de René Bousquet, dont on parle beaucoup, et à juste titre. Jean Le Gay, c'est le délégué en zone occupée de René Bousquet. Bousquet est à Vichy, il est secrétaire général de la police, ce qui équivaut en réalité au rang de ministre de l'Intérieur. Le poste est sur les épaules de Laval, mais la plupart de la tâche administrative et politique est, j'allais dire, portée par René Bousquet, et il délègue son autorité à Jean Le Gay, qui est lui à Paris et qui est l'interlocuteur de l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui est l'interlocuteur de la SS, qui est l'interlocuteur des nazis, de l'appareil, de la structure SS, Gestapo, nazi. Et donc le propos de Serge Klarsfeld, c'est bien d'attirer l'attention de la presse sur Jean Le Gay. Et assistant à cette conférence de presse avec mes confrères, je ne suis pas sûr, et je suis même certain, de ne pas tout comprendre.
Et je reviens à la rédaction du Monde, qui cette fois-ci était bien 5 rue des Italiens à l'époque, avec ce dossier, et je commence à le lire. Mais c'est un vrai dossier et ça prend des heures. Et en quelques heures, c'est vraiment une révolution pour moi. Encore une fois, je vous rappelle le contexte. On m'envoie, je suis jeune journaliste, je n'ai pas des connaissances en histoire sur la Seconde Guerre mondiale très précises. J'ai évidemment une vision générale. Et donc, en quelques heures, j'avale, je décrypte, je me nourris de ce dossier, je fais descendre de la documentation du Monde un certain nombre d'autres dossiers. Et James Sarrazin, l'un des responsables du service dans lequel je travaillais à l'époque, les informations générales, me demande de faire le point avec lui. Et je lui explique ce qu'il a compris. Il a une dizaine d'années de plus que moi. On fait le point et il me dit « Jean Le Gay, il faut le rencontrer, il faut l'interviewer ». J'espère ne pas être trop long. Il faut savoir comment ça finit. Il n'existe pas de téléphone portable en 1978, il n'y a pas d'Internet. Je me rends au Standard, où il y a tous les bottins de toute la France, de tous les départements, et je commence par Paris. Et j'ai une chance inouïe, en tant que journaliste, c'est que je tombe très rapidement sur plusieurs Le Gay, et je les appelle successivement. Et je tombe très vite sur le bon Jean Le Gay. Mon autre chance, et pardonnez-moi, de même qu'un journaliste considère que c'est une belle histoire quand c'est quelque chose de très tragique. Et donc je tombe sur Jean Le Gay, qui doit être très surpris, et qui est très surpris de mon appel, qui n'est au courant de rien, je veux dire au sens où il n'est pas au courant de la conférence de presse de Serge Klarsfeld le matin. Et je lui tombe dessus, et avec une voix jeune, sans doute un peu hésitante, il m'accorde tout de suite un rendez-vous. J'attends 1 heure, il est dans le 16e arrondissement. Il a été toute sa vie très tranquille, finalement, cet homme, préfet hors classe, hors cadre, homme d'affaires. Je veux dire que son sort est finalement un peu celui de René Bousquet. Et il m'attend sagement dans son grand appartement du 16e arrondissement. Et j'arrive, et comme Annette Lévy-Villard à l'époque, on était très peu équipés. J'arrive avec un petit stylo et un petit carnet, mais en revanche avec tout mon gros dossier, fourni par Serge Klarsfeld. Et l'interview commence. Il est visiblement seul dans ce grand appartement. Il est assez tard, il doit être 18 heures. Et très vite, on va être baigné, il n'ouvre pas la lumière. Très vite, on va être dans une sorte de pénombre incroyable. Et il commence à me parler, non pas en reconnaissant, en avouant ou en admettant les faits, mais évidemment avec énormément de dénégation. Cette interview, elle va paraître le lendemain. Je vais vous en lire un tout petit passage, parce que je voulais vous en lire plus, mais on vous a fait beaucoup de lectures. Et puis en plus, c'est écrit tellement petit. Vous savez, le Monde, c'est terrible. Et je deviens très, très, très myope. Oui, j'imagine. J'ai eu beaucoup de mal à le retrouver. Le titre, déjà. Alors, le titre, c'est une citation. C'est un article qui va paraître en dernière page du Monde, c'est-à-dire qui est un espace quand même très, très visible. Hein. Et, entre guillemets, j'ai fait le métier que je devais faire. Donc, je sors un document et je lui lis un texte qu'il a écrit dans lequel il précise ce qu'il convient de faire pour la rafle du Veldiv, et c'est corroboré par des documents notamment de Dannecker, qui est un des adjoints d'Eichmann, qui indique que Le Gay les a bien aidés dans leur ouvrage. Il est question des enfants. Jean Le Gay. Ah, la question des enfants. Elle n'a pas été traitée par moi. C'est Laval. Je lui dis, mais vous étiez à cette réunion. Laval n'y était pas. Réunion préparatoire à la rafle du Veldiv. J'étais observateur. Je n'ai rien décidé du tout. J'étais l'adjoint de Bousquet et Bousquet n'avait aucune autorité sur la police.
Je ne me suis pas occupé de cette affaire. Donc il est dans une dénégation totale. L'entretien se prolonge et je lui demande, je lui dis, vous êtes l'un des rouages qui ont permis les rafles et les déportations. Il répond, le chef de gare qui faisait partir les trains aussi. Si je n'avais pas été là, ça aurait été un autre. J'ai probablement signé des lettres. Ce sont mes services qui me les présentaient. Cela touche des juifs étrangers, en zone libre essentiellement. Mon secteur était la zone occupée. Et puis il marque un temps d'arrêt, et c'est un souvenir qui me reste très très précis, et c'est un hommage qu'il fait indirectement à Serge Klarsfeld, et il dit « C'est incroyable, toutes ces archives allemandes. Je ne sais d'ailleurs pas à quel point c'est vrai. » Et bon, c'est un entretien qui est, en dépit de toutes les dénégations, très très intéressant et très révélateur de la mentalité d'un très haut fonctionnaire de l'époque. Je suis nul en calcul mental, mais 25 ans ou 30 ans après les faits. Et c'est un entretien qui sera d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, qui va constituer la première cote du dossier d'instruction contre Jean Le Gay. Parce que, évidemment, Serge Klarsfeld, 2 ou 3 jours après, dépose plainte et on commencera l'instruction du cas Jean Le Gay. Alors, on me fait signe. J'aurais voulu dire encore beaucoup de choses, mais pour terminer quand même d'un mot, pour ne pas terminer abruptement en dépit du signe qu'on me fait, je voudrais dire quelque chose qui m'a semblé toujours incroyable et qui a été évoqué à plusieurs reprises cet après-midi et qui me semble très juste. C'est-à-dire que dans ces années 70, Henri Agenberg, je crois, évoquait le fait qu'ils étaient une petite trentaine à venir se recueillir tous les ans le 16 juillet. Dans ces années 70, rien n'était acquis. La mémoire était quand même très faible, très friable. Et c'est grâce au combat, j'allais dire, au militantisme, évidemment des principaux acteurs de personnalités comme Serge Klarsfeld, comme de Beat Klarsfeld et d'autres, c'est de Henri Agenberg, évidemment. C'est grâce à toutes ces associations qui représentaient la communauté juive ou les communautés juives que ça s'est joué. C'est grâce évidemment au travail des historiens, au travail des cinéastes, peut-être aussi des journalistes dans une certaine mesure, que tout ça s'est construit, que tout ça s'est progressivement, très progressivement et très lentement bâti. Il y a quelque chose personnellement qui me frappe quand je repense à cette période, une toute petite chose, mais quand même qui a son importance, c'est que ce que je viens de vous raconter, ce témoignage, nous sommes en 1978, la conférence de presse de Serge Klarsfeld est de novembre 1978, l'inculpation, puisqu'on parlait encore à l'époque d'inculpation, de Jean Le Gay date de novembre 1978, et Jean Le Gay, en 1989, meurt dans son lit sans avoir jamais été jugé, parce que la justice, dans ses multiples recours, n'a jamais trouvé le temps de clore véritablement le dossier et de le juger. Je vais juste rebondir une seconde. J'ai le droit Allez-y. sur ce que vient sur l'interview de Le Gay et ce que vient de dire Laurent sur le militant de la mémoire, en l'occurrence militant de la justice aussi, puisque ça a été une pièce qui a permis d'ouvrir le dossier. Je voulais rebondir sur Papon. Serge, ça te concerne, sur Papon, parce qu'à un moment donné du procès Papon, Papon avait comme défense, oui, mais j'ai sauvé des juifs, j'ai rayé des noms de
des listes de déportation, du fichier des Juifs qui grâce à moi, ont échappé, etc. Et donc, à ce moment-là, le procès était un peu hésitant parce qu'on se disait à propos, bon, finalement, Papon, il a fait ce qu'il pouvait à Bordeaux, il a quand même essayé de sauver les Juifs. Et c'est là où le travail de Serge, et en particulier d'Arnaud Klarsfeld, ils ont vérifié les noms de la centaine de Juifs soi-disant sauvés par Papon, qui étaient en fait des gens que les Allemands ne réclamaient pas, soit parce qu'ils n'étaient pas juifs, soit parce qu'ils avaient... ils ne devaient pas faire partie de la liste du fichier de juifs à déporter parce qu'ils n'étaient pas juifs pour commencer. C'est des femmes qui avaient un nom juif parce qu'elles étaient mariées à un juif, mais les Allemands n'ont jamais voulu déporter des femmes non juives mariées à des juifs. Donc il avait simplement appliqué la règle allemande de qui doit être déporté et qui ne doit pas l'être. Et donc ça a été publié à la une de Libération en grand, c'était je crois, je sais plus, 140 ou quelque chose comme ça, enfin une centaine de noms disant ces juifs que Papon a prétendu sauver, en fait, ne devaient pas être déportés. Et ça a été justement utilisé directement dans le procès pour montrer qu'encore une fois, Papon était un menteur, ce qui a toujours été. Merci Annette Lévy-Villard. Merci Laurent Grésalmer pour ce témoignage qui nous montre aussi comment l'opinion publique s'est formée progressivement en France. Alors, vous l'avez un petit peu compris par peut-être nos échanges donc avec Florence Lamy. Nos deux prochains invités donc sont arrivés. Il nous faut respecter impérativement le temps que nous avions fixé au départ, c'est-à-dire à 18h. Alors, je vois qu'il y a une question. Avant, je renvoie quand même à l'ouvrage d'Anna Sénic, Histoire mouvementée de la reconnaissance, qu'elle a écrit officielle donc du Veldiv, écrit donc chez l'Harmattan, que vous pouvez donc vous procurer évidemment à la librairie du Mémorial et qui vous permettra donc de faire les approfondissements nécessaires. Voilà, il est 18h et nous allons donc démarrer avec nos deux invités. S'apprêtait à payer l'encart. Et c'est M. Gelshammer qui a dit non, mais bien sûr que non. Quand je lui ai lu l'appel, ce n'est pas une pétition, c'est un appel. Et il a dit, non seulement vous ne payez pas, mais je ferai un article en première page. On est tombé des nues. On n'y croyait plus à ce genre de choses. La deuxième chose, c'est que quand j'ai appelé un certain nombre de gens, parce que j'étais dans l'émission, j'avais un gros carnet, j'ai appelé Mme Sarraute, Nathalie Sarraute, qui m'a dit combien y a-t-il de goy dans votre comité. Alors je lui ai dit, elle m'a dit ah bon, parce que si c'est un appel à rien que de juifs, ça ira à la poubelle. C'est ça qu'elle a dit. Et c'est parce que, effectivement, un certain nombre de gens qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas concernés directement dans leur famille et dans leur sang par la déportation et le massacre des juifs et le silence du mythe gaulo-communiste, pendant des années, ça a été tu. C'est contre ça qu'on a fait ça. C'est pour que, effectivement, la vérité éclate. Rien d'autre. Voilà. Merci. Nous pouvons donc